Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle session de live streaming. Nous allons parler de l'expérience recruteur, parcours du combattant, et ça sera modéré par Laurent Da Silva et Gaël Saran. Bonne discussion. Ouais, déjà, si on va juste se présenter très rapidement, puis après on lance un peu nos idées. Donc Gaël Saran, je travaille chez Michael Page dans la division santé sur donc des profils assez larges et dans le secteur médical, l'industrie pharmaceutique, les biotechnologies, le biomédical, enfin bref, je ne vais pas m'étendre, c'est assez varié. Donc Laurent Da Silva, je suis directeur général de Badenoch & Clark. Badenoch est cabinet de recrutement de cadres supérieurs et dirigeants du groupe Adecco. On est multispécialiste, une trentaine de personnes, et j'arrête là sur Badenoch. Et Valérie Renard, je suis la troisième modératrice, je fais partie d'un cabinet généraliste qui s'appelle Émergence RH et qui vient du Sud, on est basé à Nice. Donc on va attaquer. Ouais, on lance juste des petites idées, puis après on espère que ça ne va pas vous empêcher de parler avec nous. On a un thème quand même assez large, assez facile. Aujourd'hui, déjà, on se posait la question, expérience recruteur, parcours du combattant. Qu'est-ce que ça veut dire parcours du combattant? Qu'est-ce qui est finalement le plus... quelle étape du recrutement est la plus compliquée et qu'est-ce qui est le plus galère et pourquoi on appelle ça le parcours du combattant? Moi, je disais, ça commence déjà, pour nous en cabinet, hein, mais je ne sais pas à qui on a affaire maintenant, mais ça commence déjà avec la relation avec le client et le fait de convaincre le client. Et ça, c'est déjà au début du parcours. Et puis après, il y a toutes les étapes derrière qui sont le sourcing, les entretiens candidats, la relation avec le client. Enfin, c'est très, très varié. Donc, c'était plus voir avec vous, qu'est-ce qui, pour vous, finalement, est le plus compliqué dans le fait d'être recruteur. Et puis, pour les autres, comment vous voyez la chose? En fait, on se disait, en le préparant un petit peu, même s'il ne fallait pas le préparer, on se disait que le métier de consultant en recrutement est censé devenir plus simple. On a de plus en plus d'outils, de moyens, de ressources. Et en fait, il ne devient pas plus simple. Il devient presque de plus en plus compliqué. Donc, que ce soit sur le sourcing, on en parlait, sur le sourcing, on a plein d'outils maintenant à disposition. Comment on les utilise, comment on les optimise. Sur l'évaluation, on a aussi plein d'outils aujourd'hui. Les candidats eux-mêmes sont tous plus ou moins candidats aujourd'hui. Hein, la notion de tout le monde est à l'écoute, on va dire, du marché en permanence. Donc ça rend notre métier compliqué. Ça le rend compliqué qu'on soit en cabinet ou en entreprise par rapport à son client, que ce soit client externe ou client interne. Donc le métier de consultant en recrutement est un métier qui est difficile. Parcours du combattant, point d'interrogation, à chaque étape, oui, il faut se battre. C'est un métier qui n'est pas tellement valorisé, ce qu'on se disait finalement. Alors, quand même mieux qu'aux États-Unis, hein, parce qu'aux États-Unis, à part le vendeur de voitures, c'est difficile de faire d'occasion. Difficile de faire pire. En France, il y a quand même encore des lettres de noblesse à gagner, j'ai envie de dire, quoi, si on veut être positif. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de vous faire réagir par rapport à tout ça aussi. Alors nos participants dans la salle, ils ont des idées? C'est quoi leur vision à eux de l'expérience recruteur aujourd'hui? Est-ce que c'est difficile d'être recruteur aujourd'hui? Moi, je vais vous donner peut-être la vision pas recruteur, mais évaluateur. C'est un petit peu différent, mais quand même, ça fait partie du job de recruteur. Peut-être une des choses difficiles qu'on peut évoquer, donc quand on a des compétences très bien définies avec le client, qu'il faut évaluer, etc., c'est bien difficile peut-être d'identifier c'est quoi les niveaux, d'avoir ce benchmark, entre guillemets, de dire voilà, ok, il doit manager des équipes ou travailler en équipe, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ou être orienté résultat, concrètement, est-ce qu'il doit faire 5% de chiffre d'affaires en plus, ou 10, ou 15, ou voilà. Donc, de mettre un peu la barrière, est-ce qu'on met très haut, très bas, donc je ne sais pas si vous confrontez à même type de problématique dans le recrutement, comme on peut rencontrer en assistant center, par exemple. Le recrutement, c'est de l'évaluation. Il y a une partie sourcing et une partie évaluation. Donc effectivement, où mettre le curseur, c'est un sujet sur lequel on est confronté au quotidien, parce qu'être orienté résultat dans l'entreprise A ou dans l'entreprise B, ça ne veut pas dire la même chose. Donc c'est effectivement, je pense, un des sujets auxquels on est confronté au quotidien, de se dire ouais, comment on évalue, par rapport à quoi, avec quels outils. Oui, c'est un des points, effectivement. On
comment vous faites, peut-être, c'est une question, comment vous faites. Alors, comment vous faites Ouais. hein. Tout le monde. Je pense que l'expérience métier et la connaissance des clients, peut-être on n'a pas forcément le même métier ou la même vision quand on commence, ou même quand on a de l'expérience avec un client qu'on ne connaît pas et qui on travaille pour la première fois. Et puis la connaissance marché, d'être en fonction d'un secteur d'activité ou des types de profils, nous permet justement d'avoir ce benchmark dont vous parlez, le benchmark marché, pouvoir faire ressortir en accord, une concordance entre ce qu'une entreprise X recherche et l'existence sur le marché. Et après, je pense aussi, moi j'enchaînerais en disant la formation des personnes internes qui sont impliquées dans le recrutement. Donc c'est une problématique auquel on a été assez confrontés. Je travaille pour L'Oréal, donc pour un groupe où il y a beaucoup de gens qui quand même sont impliqués dans le recrutement. Mais on s'est rendu compte que même à des niveaux assez élevés, les gens n'étaient pas formés à comment est-ce qu'on recrute. Donc à part les recruteurs dont c'est le métier, bah, finalement les autres ils ne savaient pas trop comment faire un entretien, on n'était pas d'accord sur ce qu'on évaluait, on n'était pas d'accord dans les débriefs et on n'est pas d'accord sur le qui fait quoi. Donc il y a eu un lancement d'un grand programme de formation pour s'assurer qu'on s'alignait au moins en interne, déjà avec le partenaire externe, mais au moins en interne sur les enjeux. Parce que pour moi un autre parcours du combattant c'est la prise de risque. Et notamment dans une époque où on est plus tendu, donc forcément chaque recrutement est scruté dans le moindre détail. Et en fait, quand on demande à nos clients internes, ce qu'ils veulent, c'est la personne qui aurait déjà fait le job, donc qui aurait déjà la même expertise. Mais si ça existait, on ne serait pas en train de la recruter à l'extérieur. Donc par définition, on est déjà en train de négocier sur, ok, mais comme tu n'auras pas la personne qui sait déjà faire du skincare, marketing dans le luxe sur ta marque, donc du coup, qu'est-ce qu'elle peut ne pas savoir faire et apprendre chez toi ? Donc pour nous, je pense qu'une des difficultés qui complexifie et qui se tend de plus en plus, c'est d'arriver à avoir un accord en interne sur quoi on va prendre le pari et à tous parler le même langage, quoi. On se disait aussi, c'était de réfléchir sur, ok, on a envisagé le fait que c'était un parcours du combattant, mais quelles sont les choses que vous mettez en place, vous, dans votre pratique au quotidien, pour que justement, ça ne soit plus un parcours du combattant. Donc ça la formation en interne, c'est vrai que c'est une piste qui est vraiment, vraiment intéressante, mais il y a d'autres choses auxquelles vous pensez, que vous utilisez ? Quand je suis chargée de recrutement, j'ai fait le cabinet, je suis chez Deloitte aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, c'est d'arriver à casser les candidats de A à Z. Dans le cabinet de recrutement, on peut ce qui est, parfois le cabinet passe la commande à plusieurs cabinets. Si on a un bon candidat, pas de candidat sur le job board, ils seront peut-être tous vus dans les mêmes cabinets, c'est celui qui ira le plus vite. Et avant toute chose, c'est arriver à garder le candidat du début jusqu'à la fin. Et alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pour le garder, justement ? C'est quoi vos compétences ? Je pense être réactif. Parce que être réactif et surtout pas couper le contact, parce que si on n'est pas assez réactif, un autre cabinet peut le prendre, ou il peut aller lui-même postuler directement dans le cabinet. Cette concurrence qu'on connaît tous, donc c'est vraiment, je pense, c'est pas évident, mais oui, garder ce contact au maximum et être le plus réactif possible. Et répondre à ces questions plus vite. Voilà, ce qu'il faut, c'est pas le garder, mais vraiment de la porter du début jusqu'à la fin pour pas prendre le risque de perdre. En fait, c'est être sûr qu'il soit vraiment candidat, quoi. Oui, voilà. Parce que, on dit garder les candidats. Si les candidats, vraiment candidats, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de le garder au chaud, de l'accompagner, et quelque part de gérer le processus. Mais il faut qu'il soit vraiment candidat. Or, aujourd'hui, ce qu'on disait, ce qui rend le dossier compliqué de beaucoup de recruteurs, cabinets ou entreprises, c'est que tout le monde est candidat et personne n'est candidat. Et on voit des candidats qui vont au bout d'un process et puis finalement, à la fin, ils n'étaient pas vraiment candidats. Ils étaient venus pour voir, pour s'étalonner sur le marché, mais ils ne sont pas vraiment candidats. Donc ça, c'est je pense, une des difficultés que les consultants ou les recruteurs, au sens large, peuvent rencontrer. C'est comment savoir que la personne qui est en face de moi est vraiment candidat, quoi. Et je pense que la réactivité est effectivement quelque chose d'important pour pas perdre le candidat, à pas confondre avec un peu de précipitation. Quand on a un bon candidat sur un marché très pénurique où on dit c'est notre candidat et on fait tout pour que le process aille vite, justement bien prendre le temps, comme vous avez pu dire, de valider si ce candidat est vraiment candidat, si oui ou non il ira jusqu'au bout, quelles sont ses autres pistes. Et je pense, un, le drive, et deux, la mission de conseil fort qu'on peut lui apporter
L'exemple, nous on ira jusqu'au bout, et peut-être qu'il aura une proposition dans 5 jours. Quand on le met devant le fait accompli, souvent on prend un peu plus conscience d'où il va et Bon, c'est parfois à nous aussi de susciter l'envie, mais aller trop vite, on ne prend pas le temps de l'évaluation. Et là, du coup, on est obligé d'aller par mots-clés, et je crois que ce qui suscite ça, c'est la surconcurrence qu'on peut mettre entre plusieurs cabinets, plusieurs sourceurs, entre un cabinet et l'entreprise, entre les recruteurs et les opérationnels. Et à force d'aller au plus vite, pour gagner la course, on grille les étapes de l'évaluation ou de la vérification de ce qui a été dit ou de la prise de référence. Il y a quand même un paradoxe. En France, il y a un niveau d'exigence que vous mentionnez tout à l'heure par rapport aux opérationnels des entreprises. Donc nous, en tant que recruteurs, que ce soit en cabinet ou en entreprise d'ailleurs au quotidien, peu de prise de risque, envie d'avoir quelqu'un qui soit pluriel, efficace très vite, pour des raisons économiques, des raisons d'organisation, par exemple. Et de l'autre côté, des moyens mis en œuvre qui sont pas en phase avec ce on interroge l'entreprise, on source le plus large possible. Alors finalement, les candidats, ils sont finalement assez visibles, assez accessibles, et on part du principe que plus on source large, c'est-à-dire qu'on fait de quantité, plus on va avoir de qualité. Je pense que c'est là où il y a un paradoxe, c'est aussi vraiment, on veut un niveau d'exigence, on imprime un niveau d'exigence extrêmement élevé dans la sélection, il faut qu'on ait un niveau d'évaluation qui soit extrêmement élevé aussi sur les compétences, les soft skills, le comportement, etc., pour matcher avec la culture, les enjeux, voilà. Et derrière, il faut mettre un processus de sélection qui sont extrêmement importants pour pouvoir partir effectivement d'une masse de candidats large et d'arriver à une sélection qui soit vraiment en phase avec les données. Je pense qu'en fait, on est pollué par tous les systèmes qui sont à notre disposition aujourd'hui, qui sont les bases de données, qui sont les lignes, les vidéos, qui sont des outils extraordinaires en soi, mais qui malheureusement viennent polluer parce qu'il y a un effet d'accessibilité immédiate, fait qu'on pense avoir le candidat tout de suite, donc on le jette dans le processus sans vraiment l'avoir évalué, sans le connaître, et en disant peut-être que ça va matcher avec le client. Et c'est là où je suis pollué par ce niveau d'exigence en termes de rapidité, on perd de vue le niveau d'exigence en termes de qualité. Oui. Moi je voulais juste rebondir, je vous remercie. C'est qu'on parle de recrutement et d'écosystème externe, tous les outils, tous les candidats que vous recevez, les profils pointus, etc. Moi, je veux juste faire un petit focus sur l'écosystème interne. Nous, en tant que recrutés, moi je suis chez L'Oréal à la communication, donc rien à voir avec les côté international. On voit arriver des profils, alors tout ce que vous recrutez, pointu, pas pointu, adapté, pas adapté. Et quelquefois, les réflexions internes sont assez dures, parce qu'il n'y a pas de conversation là-dessus, c'est qu'à quel moment, dans le processus de recrutement, on évalue ce qui est déjà en interne, ce qui pourrait muter en interne, ce qui pourrait devenir hybride et passer du côté de ce que vous cherchez. Et du coup, comment on intègre dans l'écosystème des externes qui vont bien s'adapter, parce que le recrutement, il va être bon que quand à long terme, on va l'accepter, on va travailler ensemble, et on aura un sens commun. Et là, moi, je vois un vrai delta. C'est qu'il y a le recruteur, les agences, les gens qui ont du sourcing et de l'évaluation, mais finalement la troisième phase, celle qui fait qu'on connaît les métiers et ceux qui sont dans les métiers et qui voient évoluer les tendances et les gens devenir un peu hybrides. Elle est où cette compétence-là? Moi, je travaille dans un cabinet de conseil en recrutement qui est spécialisé dans les milieux de l'informatique et du digital. Forcément, moi, je plaide pour une hyper-spécialisation sectorielle et métiers. Avec cette cross-fertilisation qui est que ce consultant qui vous parle aujourd'hui était chez la concurrentière avant-hier, et avec un peu de cheveux gris, il a aussi une richesse d'informations parce qu'il rencontre 4 candidats par jour, parce qu'il rencontre 2 candidats par semaine, et que ça fait quelques années qu'il fait le métier. Après, c'est aussi, en revanche, au quotidien, les cabinets de conseil qui ont une vision plus large dans le secteur, ça apporte aussi une richesse. Je veux dire, on ne fait pas que comme exactement nos concurrents, mais on a un benchmark encore plus important, de dire dans quel secteur ils font différemment, et peut-être c'est plus intéressant aussi. C'est vrai qu'en termes de métier, peut-être il n'y a pas le niveau de connaissance. En revanche, en termes de méthode, ça peut être vraiment enrichissant de et puis ce qui fait la personnalisation, c'est ce moment d'échange. Du coup, si c'est en interne, RH avec le manager, l'opérationnel qui fait la demande, et quand c'est un cabinet externe, le cabinet et le client peut bien définir avant le processus de recrutement, dire alors qu'est-ce qu'on cherche concrètement, etc.
Je suis d'accord avec vous, qu'est-ce qu'on cherche, mais quel est l'état des lieux? Oui. Ça veut dire Ça fait partie de ce que tu disais, Gaëlle, sur la première phase de notre premier métier, nous, de recruteurs, d'aller identifier au mieux et au plus clairement possible les besoins de l'entreprise et d'arriver à avoir cette relation. Alors, le parcours du combattant, il commence là, c'est d'avoir cette relation la plus transparente possible sur qu'est-ce qu'il y a en interne chez vous, comment ça se passe, qui sont les gens, quel est l'environnement, où est-ce qu'on va amener notre candidat. Et là, c'est vraiment d'arriver à tisser cette relation de confiance, en fait, dès le départ avec le client. C'est étape numéro 1 du parcours du combattant, d'arriver à avoir cette vision la plus large, la plus transparente possible et qui parfois va se tisser dans le temps aussi. C'est-à-dire que sur le premier recrutement, on ne va pas être complètement raccord avec la culture de l'entreprise. Et puis, finalement, on va avoir trouvé un bon candidat, donc on va nous redire tiens, ce serait bien que vous fassiez une deuxième mission. Et là, on va commencer à connaître un peu plus les choses. Tout à l'heure, il y avait un atelier où on parlait de séduire, mais sans mentir. Ça va arriver là aussi, cette histoire de transparence, où on va commencer au fait, il y avait peut-être ça, on ne vous l'avait pas dit. Et donc, le parcours du combattant, il commence là pour nous aussi. Donc, ça peut être ça aussi, de se dire finalement, peut-être qu'à ce moment-là, il y a peut-être quelqu'un en interne, ça nous arrive aussi. Parfois, on commence un recrutement, puis d'un seul coup, on nous dit ah ouais, mais en fait, finalement, en interne, on a identifié l'hybride dont vous parliez. Et la mission, on l'arrête là parce qu'on a quelqu'un chez nous. Donc, Moi, ce que je voulais dire juste, c'est qu'il y a un moment, en dehors des outils et des audits, parce que l'audit, c'est pas énorme, l'outil ne fait pas tout, parce que c'est pas un humain derrière, il y aurait peut-être je dirais une transition micro-trottoir à faire en interne. Il y a des choses qu'on a déjà tentées, notamment sur des profils spécifiques qui étaient très loin de notre univers ou autre. Et quand on pensait que le candidat, d'ailleurs, allait avoir un choc trop grand et allait pas vouloir rester, etc., c'est de venir passer une journée dans le service. C'est-à-dire, voilà, je pense que tu ne te rends pas bien compte de ce que ça va être. Et je ne sais pas que je veux te dégoûter de venir, au contraire, j'essaie de te séduire, mais je veux te séduire dans la vérité. C'est-à-dire que je veux te séduire pour que le deal il soit clair des deux parts. Et ça, alors on ne le fait pas beaucoup, parce que bon, ça prend du temps, parce que voilà, du coup, ça veut dire que l'équipe, elle est quand même mobilisée, la potentielle équipe dans laquelle il arriverait, elle est mobilisée là-dessus. Mais c'était assez efficace les quelques fois où on l'a fait pour dire, voilà, des deux côtés, avant que le recrutement soit finalisé, il y a un mini-test. La personne ne travaille pas cette journée-là, mais en tout cas, elle voit vraiment le milieu, l'équipe. C'est vie ma vie externe. Ouais, c'est un petit vie ma vie. Tu viens, tu vois les locaux, tu vois ton futur bureau potentiellement, les gens avec qui tu vas travailler, et est-ce que tu te projettes, et voilà. Et surtout quand il y a un gros changement. Quelqu'un qui vient d'une petite entreprise, start-up et autre, qui va venir dans la grosse entreprise. Voilà, donc ça peut être une piste pour éviter ça. Après, avec la difficulté que souvent, et notamment dans notre milieu, on change le deal en cours de route. C'est notre grande difficulté pour travailler avec des cabinets externes, c'est que, spécificité ou pas, je ne sais pas L'Oréal, mais la mission, elle change 3 fois en cours de route, parce qu'au début, on était sur... J'ai eu la douleur d'être avec pour nous. Je confirme. Vous nous aimez toujours? J'ai cru que c'était un bizutage, j'ai pas une mission de recrutement. C'était une mission de recrutement, d'accord. Mais en fait, il y a un point dans ce que vous dites qui est hyper intéressant, c'est de se dire, effectivement, la mission change en cours de route, évolue en tout cas, et dès le départ, s'aligner entre l'opérationnel et les ressources humaines, déjà c'est super important. Parce que quand on met tout le monde autour de la table, on dit que voilà, déjà on ne parle pas de la même chose dès le démarrage. Donc si déjà on ne sait pas très bien ce qu'on cherche pour l'un et pour l'autre... C'est pour ça, c'est pas un vrai outil, c'est pas un outil, mais c'est un faux micro-trottoir qui va déjà aligner les positions, faciliter votre travail, et puis du coup après ça marche, et c'est du long terme. Mais toutes les structures ne sont pas OK pour le faire. Et souvent, nous, on est confrontés en tant que cabinet. Moi, je leur demande régulièrement, j'ai envie qu'on mette tout le monde autour de la table. Et tout le monde n'est pas OK, quoi. On va avoir des DRH qui vont dire non, c'est bon, nous, on sait. Et puis après, derrière, boum, on a l'opérationnel qui va arriver à un moment en disant non, mais c'est pas ça qu'on voulait. Et hop, là, on recommence dès le départ. Donc c'est vrai que si on pouvait... Il y a 2 tendances qui arrivent sur le marché, comme c'est observé. C'est ce qu'on appelle les serious games, qui sont créés par des cabinets de recrutement, mais aussi des entreprises. C'est des mini-jeux vidéo de rôle qui recréent l'environnement de la société, situation de pression, situation de travail, pour donner des indications aux candidats. Ça, c'est une chose que j'ai observé. Mais ce métier de la mise en situation existe depuis longtemps. Je pratique le métier du recrutement depuis très longtemps. Je l'ai connu au XXe siècle. Et chez Clémentine, je travaille chez Clémentine, on a été formé à l'assessment. Et la mise en situation d'un commercial ou d'un manager dans une situation critique existe depuis 15-20 ans. Je crois qu'on n'a pas besoin de passer par des avatars. Et puis, comme ça, il y a aussi tout ce qui est communication de la marque employeur sur les vidéos. Il y a certains job boards notamment qui commencent à le faire.
mettent en avant l'employeur en filmant des choses un petit peu différentes, le poste de travail, la cafétéria, le consultant, les conseils en situation. Bon, ça c'est un peu les codes web, hein. Le baby-foot et la moquette couleur en gazon. Hein. Présenter l'environnement. C'est ça. Ça fait partie des pistes effectivement qui sont là pour nous accompagner dans notre parcours de recruteur pour pouvoir transférer l'information la plus claire possible aux candidats. Et on a une espèce de rôle de pivot, c'est aussi pour ça que c'est un parcours combattant, c'est qu'à la fois on est le lien avec notre client et chez lui en interne, l'opérationnel, la RH, pour réussir à avoir un discours qui soit à peu près carré quand on va le distribuer, et la bonne parole de l'autre côté auprès des candidats. Donc ça fait partie effectivement des outils qui peuvent nous aider, nous, à pouvoir amener un discours le plus clair, le plus transparent possible, pour pas avoir après un choc des cultures avec quelqu'un qui nous dit « Oula, mais c'est pas tellement ce que vous m'aviez vendu au départ ». Et du coup, c'est la fonction que les serious games vont pouvoir faire, alors que les mises en situation ne vont pas vraiment pouvoir présenter ce milieu, l'environnement. Mais dans c'est intéressant pour la population jeune et sortie d'école, mais pour les cadres. Nous, les médecins, on va avoir un petit peu de mal. Mais dans un assessment, tu rejoues une situation. Après, ça peut être serious game ou ça peut être sous notre format. C'est pas forcément un jeu qu'on. Non, mais ça se rejoue, ça même dans les écoles de commerce, dans les business schools. Si tu veux, tu as des tests, on te met en situation d'un exercice qui est assez similaire à ce que tu aurais à vivre en entreprise. Oui, mais c'est pas du coup adapté à la culture d'entreprise. Là où je te rejoins, enfin je vous rejoins, c'est que effectivement l'avantage d'un game. Alors après, soit ça correspond à la culture d'entreprise, soit ça ne correspond pas à la culture d'entreprise. Mais c'est effectivement de mettre des situations de travail qui sont propres à ce que la personne va vivre dans l'environnement. Si on est tout le temps interrompu en réunion, si au début on a une demi-heure et puis finalement on a 10 minutes pour présenter, si ceci, cela. Qu'est-ce qui est dans le. Ça, c'est un acte qui se joue en assessment. C'est-à-dire que tu as le consultant. Faut que l'entreprise ait dit voilà exactement. Mais bien sûr, voilà. mais bien entendu. Il faut refaire un assessment center à chaque entreprise. Tu construis ton scénario avec ton client, c'est ce qu'on fait, et tu rejoues à une situation qui est la même. Donc tu as les observateurs plus des consultants qui jouent l'interruption, qui jouent le collaborateur qui se lève au milieu de réunion et qui n'est pas content. Donc tu joues de réel, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut que tu le changes. Dans l'assessment, on va chercher à le mettre au contraire dans un environnement différent. Non, d'accord. Ma pratique, c'est pas celle-là. Ma pratique, c'est de faire que ça ressemble le plus possible et que ce soit transférable. Et ma conviction, pour l'avoir exercé, c'est que tu revis et tu as les actes dans ce jeu-là qui sont identiques à celles que tu aurais dans l'environnement de travail. Voilà. J'adore les assessments centers. D'accord, ok, très bien. Après, en termes de... Mais il faut prendre le temps de la spécialisation. Il faut prendre le temps de le spécialiser, de le personnaliser, de créer un environnement le plus spécifique, le plus ressemblant à ce qui se joue. Et pour vous donner peut-être un exemple, c'est vrai qu'en France, c'est pas, il y a quelques-uns des entreprises qui font ce genre de pratique comme L'Oréal. Oui. Mais par exemple, en Angleterre, parce qu'on est cabinet anglais, on a beaucoup de demandes de ce genre, des outils de présélection, mais qui informent aussi sur les métiers, sur mesure, ça, oui. et même dans les milieux comme parapharmacie, c'est quelque chose qui se fait parce que leurs candidats, c'est aussi leurs clients, et ils veulent d'une part informer sur les métiers, de l'autre part faire une présélection. De séduction. Mais bien sûr, c'est pas l'étape d'évaluation, c'est sûr. Je comprends. De séduction. Bien sûr, avec peut-être un assessment center ou autre chose. Mais moi, j'ai pu le faire aussi sur du medical device, donc de la parapharmacie, mais sur quelque chose de grande contrôle quand même, en l'occurrence. Et on avait différentes étapes. Il y avait cette partie sélection que je faisais. Ensuite, j'avais une vingtaine de candidats que je présentais à cette entreprise et on faisait soit c'est notre service game comme terme qu'on veut employer, moi et eux, donc eux dans leur entreprise avec cette culture d'entreprise et moi étant acteur et en même temps évaluateur pendant cet assessment avec un débriefing. Donc tout ça ou tous ces nouveaux outils, je suis assez d'accord, ils existent depuis longtemps. Ils sont plus ou moins marketés avec un nom selon moi un peu différent. Mais en fonction de la culture de chaque entreprise, ils ont été plus ou moins présents, plus ou moins intégrés dans un processus de recrutement avec son cabinet. Je pense que moi, en tout cas, j'étais déjà il y a 6-7 ans. Oui, je crois que c'est changer le médium ou le support, mais la logique de mettre quelqu'un en situation la plus ressemblante à ce qu'il aurait à vivre existe depuis longtemps. Juste si on refocus un petit peu sur cette notion de recruteur, quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez au quotidien dans votre job, ou alors si vous n'en rencontrez pas, faut le dire aussi, vous m'appelez. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est ça, fastoche.
Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui quand on est recruteur en cabinet ou en entreprise? Alors moi, je représente showroom privé, donc l'exemple type de l'entreprise en pleine croissance qui est relativement jeune, qui a des managers aussi jeunes, ou en tout cas pas très habitués sur les méthodes de recrutement. On travaille aussi pour les former, mais au quotidien, ça se traduit par des opérationnels qui sont très exigeants vis-à-vis de la RH, vis-à-vis de notre rapidité à pourvoir les postes, pour la plupart d'entre eux, ils ont toujours pour hier, mais qui sont peut-être un peu moins exigeants avec eux-mêmes. C'est-à-dire que nous, on est presque à les harceler pour leur dire qu'est-ce que ce candidat, où on en est, qu'est-ce qu'on lui fait, réponse neg, est-ce qu'on le met en attente, parce que comme ils ont conscience d'être dans une entreprise en pleine croissance avec un chiffre d'affaires qui augmente de 40%, qui a augmenté l'année dernière 40% et qui cette année a pour objectif la même chose, il a l'impression que tout le monde peut aller chez showroomplay.com et donc ce qui n'est pas vrai. Pas forcément, j'aimerais bien, et après on va dire mais ils ne se mettent pas forcément dans une démarche de séduction que nous forcément on a vu dans le cadre des entretiens. Donc on en arrive même à leur dire attendez, cette personne, on l'a quand même chassée, il nous sollicite beaucoup pour aller chasser sur LinkedIn, sur Viadeo. Donc ils traitent vraiment tous nos candidats de la même façon, que ce soit quelqu'un qui fait une candidature spontanée, que ce soit quelqu'un qu'on a chassé. Donc c'est vraiment, nous, en tout cas, beaucoup d'accompagnement, de pédagogie. Et c'est un travail. Est-ce qu'il rejoint votre point? Alors ça, je rejoins, mais alors complètement, parce que moi j'ai eu le cas d'une candidate qui m'a dit quand elle m'a demandé pourquoi je voulais venir ici alors qu'on l'avait chassée sur LinkedIn, qu'on l'avait séduite, je me dis je sais pas, c'est à vous de me dire pourquoi je vais venir chez vous. Donc il y a vraiment un gros travail d'évangélisation des opérationnels à faire. D'autant plus que moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait, notamment avec les nouvelles générations, qui sont plus, nous, notre discours avant, c'était vous venez, vous faites carrière dans le groupe, ok, le poste d'entrée c'est ça, mais surtout ce qu'on vous vend, c'est l'évolution, le step 2, le step 3. Et donc le RH, et le recruteur et le RH avaient un gros poids dans la conviction pour que la personne accepte le job. Et en fait, maintenant, Gen Y ou je sais pas quoi, ils veulent plutôt, moi c'est le job dans 2 ans, celui que j'ai là pour les 2 ans qui viennent, qu'est-ce que j'y gagne, après, bon ok, vous êtes un grand groupe, on verra, mais c'est maintenant, là tout de suite ce que je vais faire. Et ça, c'est pas le recruteur, voilà. Et c'est pas le recruteur ou le RH qui va leur expliquer, c'est l'opérationnel. Donc du coup, on est aussi tout le temps en train de dire au opérationnel, non mais si tu le trouves bien, c'est à toi de le faire venir. Donc concrètement, là, c'est à toi de lui expliquer ce qu'il va pouvoir faire sur ta marque, l'enjeu, ce qu'il va apprendre, comment il va se développer, mais là, pas. Mais je pense que c'est intéressant, parce qu'on s'appelle showroom privé au L'Oréal, finalement, les problématiques sont là. Il faut que les opérationnels puissent vendre le poste et puis rendre ces gens, comme vous disiez tout à l'heure, candidats. Il faut qu'ils soient candidats. Et aujourd'hui, grâce à ces outils LinkedIn, ils viennent pour voir, quoi. Ils disent tiens, je suis sur LinkedIn. Est-ce qu'il aurait répondu à une annonce L'Oréal il y a 10 ans en arrière? Sûrement pas. Ou peut-être, mais en tout cas, pas dans ce contexte-là. Et donc, il faut que les opérationnels apprennent à traiter ces candidats qui sont faits des candidats, allez, on va dire chassés, pêchés, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ce n'est pas des candidats qui ont répondu à une annonce qui sont vraiment candidats. Ça, c'est un des sujets des recruteurs aujourd'hui en entreprise et même en cabinet d'ailleurs, à les évaluer dans un contexte où ils ne sont pas complètement encore candidats. Donc il faut aussi les séduire, il faut leur donner à voir pour qu'ils deviennent véritablement candidats. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous mettez en place vous concrètement pour justement leur donner envie, les séduire et les faire passer du statut de un peu dans l'air à je deviens un vrai candidat et j'ai envie? Nous, on a des arguments qui sont liés à notre organisation et à notre croissance. Évidemment, c'est du statut d'avance avec des perspectives d'évolution, avec des beaux challenges. Nous, on joue beaucoup cette carte-là, c'est sûr. Des cabinets, d'autres expériences cabinets, autres que les entreprises? Non, moi, c'était pas cabinet, moi je travaillais chez Laurent Merlin. Et nous, pour les candidats qu'on va chercher à l'externe, on va approcher notamment, c'est la mise en relation avec les collaborateurs. Donc que ça soit vraiment la perception du vécu, du réel, et pas un discours RH qui pourrait s'apparenter comme formaté. Et donc, c'est soit leur faire passer au début de la vie, passer un peu de temps au magasin ou dans les services centraux, soit mettre en relation via les réseaux sociaux, ou tout simplement des contacts téléphoniques avec des personnes auxquelles ils pourraient s'identifier, qui ont un parcours un peu similaire, qui ont une expérience sur lesquelles il peut y avoir un pont, qui viennent de la même école, mais vraiment pour que ça soit du parler vrai et d'authentique et que du coup, ils savent vraiment pourquoi ils viennent chez nous s'ils ont envie de venir.
effectivement, dans cette démarche, j'aurais proposé aux gens, peut-être qu'il était important d'identifier qu'est-ce qui fait que le candidat en face de vous, qu'est-ce qui le motive, et jouer, entre guillemets, sur ces leviers-là, c'est-à-dire est-ce qu'il a une nature internationale dans ce qu'on met ça en avant, ou il veut des challenges, ou il dit qu'on est en pleine croissance, il va pouvoir relever des défis. Donc peut-être aussi, c'est comme une approche commerciale, on adapte sur mesure. C'est ça qui marcherait. Dans nos métiers, il recherche beaucoup sa propre employabilité, c'est-à-dire d'être positionné sur les sujets, les technos qui font du sens. Donc dans le e-commerce, dans le digital, par exemple, Showroom Privé va basculer, fait beaucoup d'efforts pour basculer sur le mobile. Ça, c'est quelque chose qui donne envie. Et on travaille beaucoup, par exemple, sur le big data. C'est un mot-clé. Alors, je ne peux pas dire grand-chose, mais faire partie du big data, c'est en être. Et donc, c'est cette employabilité qui va engager aussi le candidat. Oui. Alors moi, pour rebondir sur mademoiselle, nous, ce qu'on travaille au département de la communication internationale, c'est que la valeur d'entreprise ne va plus appartenir au recrutement ou aux ressources humaines. Oui. Ça va être de faire découvrir, d'ouvrir, d'être transparent sur toutes les thématiques, de parler d'une valeur de marque, d'une identité et d'un capital, d'essayer d'avoir une part de voix différente de nos marques et de nos produits et de nos portefeuilles, pour justement qu'on sache que derrière le fantasme, il y a des vrais gens, des vrais métiers, des vraies histoires, mais sur toutes les thématiques, pas que les ressources humaines. Donc nous, on va décloisonner, on va être un peu le chef d'orchestre de tous ces gens à la science, pas qu'au marketing, dans tous les pays, pour montrer justement ce qu'est notre groupe, et puis d'essayer d'être vraiment transparent et de faire comprendre et de répondre aux questions. Du coup, on décloisonne le sujet du recrutement et du qu'est-ce qui fait que tu viendrais chez nous. Et puis finalement, on devient notre propre ambassadeur si on en a envie, si on est passionné par le sujet et si on a envie de raconter notre histoire. Pas online, personnellement, avec marqué « Je suis Sandrine et j'appartiens à Montréal », mais en tant que département de la com qui va mettre le projecteur sur tous les métiers chez nous. Ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on connaît et ceux qu'on voudrait découvrir derrière. Je comprends, je trouve ça très qualitatif. En même temps, je trouve qu'il y a un peu un désamour entre les candidats et un certain nombre d'entreprises, enfin souvent. Je trouve qu'ils sont plus intéressés par le projet, par ce qu'ils réalisent aujourd'hui. Pas sûr qu'ils seront là dans 2 ans, pas désireux forcément d'être là, pas inquiets, en tout cas dans nos métiers IT et digitaux, tant leur employabilité est forte, ils sont beaucoup en recherche de leur propre employabilité. Donc c'est moins l'entreprise au sens très large qui l'intéresse, même si c'est positif. Je trouve, de mon expérience. Bien d'accord. C'est un sentiment d'appartenance comme je crois pas. notre génération a plus. Je ne crois pas. De toute façon, ils avaient montré maintenant les nouveaux critères et l'évolution des critères, bon, surtout chez les jeunes cadres. Et c'était vraiment passé de, avant le projet, les possibilités d'évolution, et le troisième, je ne sais plus ce que c'est, avec maintenant l'ambiance dans l'entreprise, la rémunération, et le troisième, bon, je ne sais pas, c'est pas la localisation, mais on est plus sur les mêmes vecteurs d'attraction, donc il faut s'adapter à ça. Un des vecteurs d'attraction, c'est aussi le manager aujourd'hui. Ouais. Absolument. Extrêmement sensible. Ce que va lui apporter le manager, ils sont plus dans une logique de... Absolument. C'est lui qui gère son employabilité. Absolument. Donc c'est sa micro-situation qui l'intéresse, absolument. Je vais juste rebondir sur ce que vous disiez, je trouve génial tout ce que font les entreprises en termes de santé. Aujourd'hui, c'est extrêmement important de travailler cette différence sur l'image que l'on véhicule sur le marché. Pour nous, en tout cas, c'est très bien parce qu'on s'appuie là-dessus pour sensibiliser les candidats et pour essayer de répondre. Je pense qu'il y a, je reviens sur tout à l'heure, je pense qu'il y a une vraie clé aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que l'on accueille, comment est-ce qu'on gère nos candidats et nos recruteurs. Au-delà de leur passer la bonne parole et de leur raconter des histoires d'entreprise par le travail, on n'a pas tous la chance de travailler que avec des entreprises sexy qui attirent plein de monde. On a aussi des entreprises qui ont du mal à recruter, qui ne sont pas forcément hyper gagnants. Et donc, au-delà de ça, il faut qu'on arrive à mettre en place un processus, une expérience candidat en fait, en amont, qui nous permet de mettre le candidat dans une logique de confiance et qui fait qu'à partir du moment où on a instauré cette logique de confiance avec le candidat, la mission qu'on va lui présenter est une mission qui correspond bien. Et là, c'est positionné dans cette logique-là de mon partenaire de carrière va me permettre de trouver mon prochain job. Et quand on l'appelle pour un job, déjà, il se met dans une posture positive par rapport à... Et comment tu crées cette logique de confiance? Parce que effectivement, c'est la notion d'agent, d'accompagner mes candidats. Les candidats, ils sont quand même assez peu sensibles à ça. Parce qu'aujourd'hui, les candidats... Un peu quand même. Les candidats, aujourd'hui, ils sont quand même contactés sur les métiers un peu tendus par
Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. C'est Beaucoup justement d'entreprises, la beaucoup de plus-value qu'on projets. peut Trop de avoir gens. à ce moment-là, quoi. Ouais, C'est là où je pense que ça nécessite beaucoup d'investissement en termes de temps pour créer cette relation, instaurer, la maintenir, la rendre pérenne. et concrètement, Tu veux que je te dise concrètement. Moi, mon avis, c'est la valeur ajoutée. Ça nécessite de respecter tout ça un processus de j'envoie ma candidature, j'ai envoyé ma candidature, j'ai une réponse, j'ai un suivi, que ça soit 15 secondes au téléphone, que ce soit un entretien, etc. Alors c'est encore une fois, c'est le paradoxe par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les entreprises veulent le mouton à 5 pattes, la rapidité. Voilà, donc la tendance c'est d'aller plutôt sur du quanti où on va Ou du quick, du rapide. sortir la bonne et l'envoyer le plus rapidement possible avec le premier degré. Or, aujourd'hui, les candidats sont plus en recherche de qualité de la relation. Et ce qui fera que les cabinets seront performants demain, à mon sens, c'est qu'ils auront réussi à instaurer cette qualité de relation avec les candidats et cette logique de partenariat qui fait que quand on appellera ces candidats en disant j'ai un job pour vous, ils débarqueront tout de suite chez nous pour voir ce que c'est que cette opportunité et voir si cette opportunité peut correspondre à leur projet de carrière. Et on voit des fois que cette relation, elle marche bien parce que moi des fois j'ai des candidats qui m'appellent et qui me disent j'ai vu cette offre qui n'est pas du tout traitée par nous, hein. Mais est-ce que vous pensez que je peux y aller? Est-ce que ça me correspond? Bon, moi, je crois que c'est ça qu'il faut ambitionner. C'est-à-dire que c'est pas simplement la qualité de la relation où on se dit l'autre est mon agent, mais l'autre est un conseil. Ouais, c'est ça. Mais quand on est chez Michael Page, on pousse le CV de toute façon. Hein. De toute façon, le succès, on peut dire. Ça gêne pas. Non, mais ça peut arriver de la En fait, c'est remonte-moi les besoins. On parlait du fait de dire que l'entreprise peut travailler avec plusieurs cabinets. Moi, j'ai le cas d'un candidat il y a 2 jours qui m'a dit il avait répondu à mon offre et il a vu que l'annonce passait par aussi un autre cabinet. Et dans le contact qu'on a eu tous les deux, il m'a dit c'est avec vous que j'ai envie de bosser, quoi. Et là, on a quand même, on sort du parcours du combattant. Là, c'est le moment où on se dit ouais, j'aime mon boulot. On ne peut pas idéaliser non plus. On ne peut pas. Voilà, j'aimerais bien faire ça, mais on ne peut pas le faire avec tous les candidats. On a aussi un facteur temps. Alors non, mais ils ne sont pas demandeurs tous de ça. Ils ne sont pas tous ouverts. Surtout les candidats aujourd'hui, ils vont avoir une relation avec un cabinet, ok, mais ce serait hyper stupide de rester avec un cabinet parce que ce cabinet, on est dans un marché qui est hyper atomisé, donc il faut qu'il multiplie les contacts. Donc la relation institutionnelle, elle est quand même limitée au minimum. Je les pousse à multiplier ces contacts. Il peut très bien s'entendre avec Gaël. Si c'est Badnock qui l'appelle pour un poste, c'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. C'est Badnock, c'est quand même pas pareil. Voilà, mais c'est vrai qu'on leur dit, même nous, allez-y. Voilà, j'ai quelques cabinets qui sont spécialisés dans la santé. Je les pousse à aller voir ces cabinets parce que je leur dis, si c'est pas moi demain, ce sera peut-être moi après-demain. Et mon conseil, il est de vous dire qui sont les acteurs, où je vous vois, que je travaille ou que je ne travaille pas avec vous. J'aurai peut-être pas le temps de vous rappeler dans un mois, j'aurai peut-être pas le temps de vous rappeler dans 3 mois. Dès que j'ai quelque chose, je pense à vous. Mais je ne peux pas les assurer. Ce petit contact-là, rien que ce petit contact-là, ça commence à créer... C'est tisser la relation. C'est avoir une transparence plus que... Et est-ce que vous, en entreprise... C'est jouer de la relation sur du long terme. Excuse-moi. Comme tu disais, c'est aussi pouvoir avoir cette notion de service, de leur dire, moi je ne peux pas aujourd'hui faire quelque chose pour vous, mais par contre, voilà qui sont les autres intervenants sur le marché. Mais le fait d'avoir construit ce début de relation-là, ça va faire le début de la confiance et c'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Cette notion d'agent, moi j'aime bien ça, de se dire qu'on peut accompagner nos candidats. Alors après, tout dépend si on reste dans le cabinet ou pas, ou si on continue ce métier-là, mais en tout cas qu'on peut accompagner nos candidats pendant un moment, et puis que non seulement on va les accompagner eux, mais qu'en plus ils seront une super source d'information pour nous le jour où on aura besoin de quelqu'un et qu'on pourra les appeler en disant, même s'ils ont été placés par quelqu'un d'autre, j'ai un autre poste aujourd'hui, qui vous avez dans votre entourage. Donc c'est notre meilleur fonds de commerce aussi, ces candidats-là, nous, dans... Est-ce qu'en entreprise, que ce soit chez L'Oréal, Showroom, Leroy Merlin ou Deloitte, vous suivez aussi ces candidats qui ne sont pas retenus chez vous pour un poste? Est-ce que vous avez une notion de talent pool avec qui vous communiquez et comment vous le faites, cette communication? Nous, on en a beaucoup, d'abord parce que comme on recrute beaucoup de jeunes diplômés et donc de stagiaires avant, en fait là il n'y a pas de cabinet et on a un pool où sur beaucoup de métiers on a déjà identifié. Après sur le volume, il faut qu'on arrive à maintenir cette relation et je pense qu'on a le même problème qui est de dire quand on a autant de contacts, arriver à faire du qualitatif, ça demande beaucoup de travail. C'est des choses structurées avec des newsletters, des infos spécifiques à cette population-là.
Alors, des newsletters, non. Après, les réflexions, enfin, il y a des réflexions sur les nouveaux outils et sur comment les transformations, notamment sur LinkedIn, pour pas avoir juste le groupe L'Oréal, mais pour avoir un groupe où on choisit les gens qu'on a dedans et comment est-ce qu'on leur communique, etc. Donc, on a des réflexions en cours. On n'a pas l'outil miracle, hein. Mais on essaie de voir avec ce qui existe, comment est-ce qu'on peut formater ce qui existe pour nos besoins à nous. Après, le bouche à oreille est quand même très fort sur un groupe qui a une forte visibilité. Donc oui, et la relation personnalisée, elle est très forte. Elle est quand même assez forte. Et il y a beaucoup de gens qui, soit qu'on rappelle un peu après, qui se rappellent de la première personne. Enfin, vous les revoyez en entretien 3 ans après, ils disent « Ah bah oui, mais moi j'avais été contactée par machin, puis j'avais rencontré machin, et je suis hyper surpris que vous me rappeliez. Ah bah oui, mais c'est plus la même personne, mais on a quand même encore dans le fichier. » Et donc voilà. Donc ça se fait. Après, on continue, notamment pour les profils spécifiques ou expérimentés, à faire appel à des cabinets. Et la valeur ajoutée est effectivement dans, je pense, la transparence du cabinet en disant cette mission-là, elle est pour toi, elle n'est pas pour toi. Et aussi en expliquant, parce que moi j'ai travaillé avec différents cabinets, et parfois on a le cabinet qui nous dit le candidat il veut ça, 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 et donc tu dois en fait lui faire 2 jumps. Non, en fait c'est à toi de lui expliquer pourquoi. S'il fait ça, moi je peux, hein, mais il va se planter. Et dans 6 mois, il va pleurer parce qu'en fait, il aura quitté une boîte qu'il aimait bien pour venir chez nous, mais il n'a jamais managé personne, il veut être chef de groupe ou autre. Non, c'est trop tôt, etc. Et on ne va pas tout changer d'un coup. Donc, pour moi, la qualité de la relation, elle se fait dans le conseil de cette offre-là, elle n'est pas pour toi, mais aussi dans la boîte te plaît, le truc te plaît, dans tes ambitions, voilà. Enfin, la vente se fait dans les 2 sens. Voilà. Complètement. C'est des fois partie de la valeur ajoutée au candidat qui ne doit pas nous voir comme un agent, mais bien comme un conseiller en orientation presque pour grossir le trait. Et après, je pense qu'il y a aussi la réputation du métier de recruteur de cabinet. Pour avoir travaillé au UK, un talent ne passera que par un cabinet. C'est-à-dire que même quand on les approche en direct, ils disent limite, voyez avec mon agent. Parce que ça a une valorisation de leur profil, ils savent que la personne se bat pour eux, ils savent qu'ils auront potentiellement un meilleur salaire si c'est l'agent qui... Non mais voilà, en France, on n'en est pas encore là, où le cabinet... Ça va venir, grâce à vous tous, grâce à vous tous. Mais voilà, mais je pense qu'effectivement, il y a une... Hop là, voilà. Il y a une solidarité à avoir des cabinets pour faire monter l'image du métier, à mon avis. Merci. Merci. T'as cassé l'ambiance. Merci. C'est un peu violent.